L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous parler du sommeil et évidemment du sommeil des enfants, du point de vue des parents, mais aussi évidemment des enseignants. Comment on fait pour s'harmoniser entre les uns et les autres? Alors déjà, Élise, savais-tu qu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir? Quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc à perdre notre temps. Donc justement, non, pas à perdre notre temps. Je sais que tu as dit ça comme une petite provocation, mais évidemment, oui, il y a un petit souci par rapport à la mentalité concernant le sommeil, puisque les gens qui travaillent, les gens qui sont actifs, ils dorment pas ou très très peu. Et les gens qui s'ennuient, qui font pas grand chose de leur journée, ce sont souvent eux qui vont beaucoup dormir ou passer leur temps à rien faire, donc à dormir. Eh bien, il faut changer cette vision des choses, parce que le sommeil, c'est important et ce n'est pas du tout une perte de temps. On va vous l'expliquer ensuite dans cet épisode et notamment au niveau des enfants, mais c'est valable aussi évidemment pour les adultes. Au niveau de l'école, aujourd'hui, dans les programmes, on dit que l'école est promotrice de santé. Et donc, dans ce cadre, le sommeil, c'est vraiment un pilier essentiel dans le développement de l'enfant. Ça va influencer directement donc sa santé, son comportement et ses performances scolaires. Il y a une étude qui date de 2022 qui a été réalisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, l'INSV, qui dit que 24% des parents déclarent que leur enfant présente un trouble du sommeil. Donc c'est quand même énorme. Et il y a même plus encore d'enfants de moins de 3 ans dans cette étude qui ont donc un trouble du sommeil. Donc on le sait, pour les parents, c'est extrêmement compliqué quand un enfant présente un trouble du sommeil qui vous empêche donc vous aussi en tant qu'adulte de dormir. Ça fatigue toute la famille, c'est extrêmement compliqué à gérer et donc on va vous expliquer notamment en quoi la sieste, les temps calmes, etc. ne sont pas des choses à proscrire, mais bon, on va voir ça dans un deuxième temps et on va voir qu'effectivement ça n'a pas de lien direct avec ces fameux troubles du sommeil. Alors quand on dit troubles, évidemment on imagine tout ce que ça peut comporter comme des cauchemars, des terreurs nocturnes, avec des enfants qui ont besoin de leurs parents pour se rendormir, des ronflements aussi, des apnées du sommeil aussi, parfois ça existe évidemment. Et puis toujours dans des études, on voit que parmi les enfants de 6 à 10 ans, il y a 30% d'enfants qui dorment moins de 9 heures par nuit, donc c'est pas du tout assez, a priori. Forcément, cette privation de sommeil chronique, ça va impacter directement leur attention, leur mémoire et aussi leurs émotions, la régulation émotionnelle, ça va avoir vraiment un enjeu là-dessus. Alors, on va passer tout de suite à ce qui se passe évidemment à l'école et la fameuse sieste dont on entend beaucoup parler, qui est parfois décriée. Élise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Votre enfant arrive à l'école, il fait enfin sa première entrée scolaire à 3 ans et là on vous dit il va passer 2 heures de l'après-midi à dormir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette sieste est si importante? Il faut vous dire qu'on a des directives officielles du ministère de l'Éducation nationale qui dit que la sieste des enfants de 2 à 4 ans environ prime, sauf exception sur d'autres activités. Vous avez bien entendu, elle prime. Comme tu le disais Élise, ce temps est nécessaire pour les enfants parce qu'ils ont besoin de se reposer pour apprendre. Ils ont besoin de se reposer pour réguler leurs émotions, notamment quand ils sont petits. Donc cette sieste, elle est vraiment nécessaire. Et en parlant de sieste, il faut également parler du réveil et on conseille un réveil progressif et échelonné. On vous en reparlera après. Voilà pour les textes. Maintenant, comment ça se passe au niveau pratique, en classe? Comment ça se passe pour votre enfant? On va être attentif à plusieurs facteurs. On va être attentif au respect des besoins physiologiques. Donc, ça se voit de plus en plus dans les écoles. On couche l'enfant juste après le repas. Donc, les enfants de petite section vont être couchés juste après le repas. Ils vont pas aller jouer dans la cour. On se couche juste après. La sieste doit avoir une durée entre 90 et 120 minutes. Alors, cette durée, on l'a pas sortie de notre chapeau comme ça. C'est les scientifiques qui disent qu'elle doit respecter le temps du cycle. Un cycle d'ailleurs enfant ou adulte, ça correspond au sommeil lent profond, puis
puis au sommeil paradoxal. Donc il y a besoin de ces 3 phases dans un sommeil pour que la sieste soit réparatrice. Donc un enfant est couché tout de suite après le repas. Un enfant doit dormir entre 90 et 120 minutes. Et toujours au niveau de besoins physiologiques, un réveil échelonné doit être mis en place. Et un enfant qui ne dort pas, eh bien, il doit se lever. Au bout de 3/4 d'heure, si l'enfant ne dort pas, vous pouvez l'accueillir dans une autre classe. C'est pas toujours évident. C'est une gageure d'organiser le temps de repos pour les petites sections et ça impacte aussi sur l'organisation de toutes les classes parce que pendant que les petits dorment, les instits ne font pas rien. Les instits de maternelle qui ne surveillent pas nécessairement la sieste ou qui s'organisent entre elles vont pouvoir proposer dans les autres classes des activités en petits groupes. Donc c'est vrai, c'est vraiment une réflexion à avoir au sein de l'école. Une fois que ces besoins physiologiques sont posés, il faut également penser à l'aménagement de l'espace. Donc il faudrait que l'école possède un dortoir, ce qui n'est pas toujours évident. C'est mieux que chaque enfant ait son propre lit. Avec, vous pouvez imaginer de mettre une petite photo de l'enfant, son prénom pour que l'enfant puisse se repérer. Imaginez, c'est un enfant de 3 ans qui arrive à l'école et à qui on va demander de dormir avec 40 autres personnes. Ça peut être perturbant. Même pour nous en tant qu'adultes, je suppose ça fait très longtemps que vous avez dormi en auberge de jeunesse avec 40 autres personnes autour de vous. C'est pas forcément le meilleur moment de votre vie. Et bien pour un enfant de 3 ans, il faut aussi qu'il s'habitue à dormir avec d'autres enfants. Donc il faut le sécuriser au maximum. Il faut également penser à la luminosité. On vous en parlera plus longtemps après, mais il y a cette notion de cycle circadien. Il faut que petit à petit, le cerveau comprenne que nous fonctionnons sur un rythme de 24 heures entre la nuit et le jour. Donc il ne faut pas que ce soit la nuit complète. Il faut que ce dortoir ou cet endroit où les enfants vont dormir soit dans une pénombre, mais il ne faut pas que ce soit l'obscurité complète pour que le cerveau comprenne que c'est vraiment un moment de sieste et qu'il est à différencier du sommeil de nuit. Vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez instaurer des routines, donc ça peut être une petite histoire avant le coucher des enfants. Je vous parlais juste avant de sécurité affective. Par sécurité affective, on entend également la possibilité d'avoir un doudou, une tétine. Bon, alors après, on a déjà eu cette discussion à propos des tétines, ça dépend vraiment des écoles. Je sais pas si tu veux en dire un mot pour ou contre les tétines. Alors c'est vrai que c'est un sujet, hein, les tétines et les doudous. En effet, on en a parlé dans notre épisode sur la rentrée à l'école maternelle, mais effectivement, il y a le souci des bactéries, des microbes sur les tétines. Il y a le fait aussi, autorise-t-on peut-être jusqu'à une certaine période de l'année les tétines à l'école, peut-être pour la rentrée, pour les moments de séparation, et puis surtout uniquement pendant le temps de sieste. Alors c'est vrai qu'il y a des écoles qui vont proscrire dès la rentrée, d'autres qui vont mettre en place un protocole pour que ce soit de moins en moins et puis qu'on arrête, mais c'est à nouveau un travail de coéducation avec les parents. Moi, j'aurais tendance à dire en tant que directrice d'école qu'on peut autoriser à la sieste ou si l'enfant pleure énormément sur les temps de séparation en début d'année, et après, ensemble avec les parents, on prévoit une date de fin, quelque part, de tétine, je dirais aux alentours de Noël. Toujours à propos de la sécurité affective, il faut penser aussi à notre posture d'adulte. Si vous avez des enfants qui essayent de s'endormir juste à côté de vous, ce n'est pas le moment d'entamer une grande discussion avec votre collègue à voix haute. On ne peut pas s'endormir dans un bruit ambiant. Il faut créer un climat apaisé et apaisant et adapter notre ton, notre voix à ce moment. Il faut aussi prendre en compte les besoins de l'adulte et proposer une assise confortable pour là et les personnes qui vont surveiller la sieste, peut-être une petite liseuse. Ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce qu'on est à l'école qu'il ne faut pas réfléchir à ce moment de sieste, parce que les programmes le disent, c'est un moment d'éducation comme un autre et on va en parler avec des enfants de ce moment de sieste. On va expliquer pourquoi le sommeil est important, on va expliquer. Le sommeil n'est pas une punition, c'est pas t'as pas été sage, tu vas aller à la sieste cet après-midi comme les petits, c'est pourtant t'es un grand. Non, c'est aussi la raison pour laquelle on va proposer ce moment de sieste aux moyennes sections et aux grandes sections. Moi, quand j'ai débuté dans l'éducation nationale, on m'a dit non mais la sieste c'est en petite section, il n'est plus question de faire de sieste en moyenne et en grande section. Non, ça c'est pas automatique. Certains enfants ont besoin de dormir, d'avoir ce moment de sommeil de jour, encore jusqu'à 6 ans. Ça dépend vraiment des enfants. Et c'est là où la discussion va s'engager avec les parents dès la réunion de rentrée. Mieux vous présentez votre positionnement aux parents, mieux il va être accepté. Et puis c'est une discussion, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure Élise, qui va être engagée avec les parents. Alors, il est vrai qu'en moyenne section et en grande section, on ne va plus nécessairement parler de sieste, mais de temps calme. Parce que autant certains élèves vont encore avoir besoin de dormir, autant certains autres vont juste avoir besoin de se reposer et on va leur proposer un temps de 20 minutes où ils vont pouvoir écouter une histoire, regarder un album et écouter une musique calme. Et oui, il y a encore des enfants de moyenne section et de grande section qui, pendant ce temps calme, vont s'endormir et qu'on va laisser dormir. Et Élise, qu'est-ce qu'on
va répondre aux parents qui nous disent « Ah, je comprends pas, mon enfant, il dort pas le soir, ça c'est parce qu'il fait la sieste à l'école », qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Alors là, une fois de plus, effectivement, il faut dialoguer avec les parents et il faut vraiment leur expliquer ce que c'est qu'effectivement un enfant qui a encore besoin de faire la sieste, un enfant qui va avoir uniquement besoin de se reposer et en quoi ça a un impact ou non, effectivement, sur le sommeil du soir. Alors, il y a une professeure d'université en neuropsychologie qui s'appelle Stéphanie Mazza et qui parle de l'enfant siesteur à l'enfant reposeur. Et ça, c'est un processus qui a lieu entre 3 et 6 ans. C'est assez intéressant parce que ce processus, je vous donne le nom, mais c'est un nom un peu scientifique, donc c'est le processus homéostatique. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est finalement qu'on a tous, enfants, donc compris évidemment, comme une sorte de sablier au niveau, on va dire, du cerveau. Et ce sablier, il va se remplir au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que les activités remplissent notre cerveau. Et puis, à force que ce sablier soit rempli et arrive jusqu'en haut, eh bien, on va commencer à ressentir de la fatigue. Ça va avoir un effet un peu somnifère sur nous. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un enfant, ce fameux sablier, il est beaucoup plus petit puisque le cerveau d'un enfant n'est pas encore mature. Et donc, pour que ce sablier se vide, eh bien, dans la journée, l'enfant, a priori, va avoir besoin de vider ce sablier et donc de dormir. Et c'est valable aussi, évidemment, pour les apprentissages, mais aussi pour réguler ses émotions. Alors, tu parlais tout à l'heure, Élise, du cycle circadien. Je pense qu'on va revenir dessus maintenant pour bien expliquer ce que c'est. Donc, le cycle circadien, c'est donc notre horloge biologique interne qui régule les périodes de veille et de sommeil sur 24 heures. Chez l'enfant, ce cycle, il va être influencé donc par divers facteurs, chez l'adulte aussi, ceci dit, comme l'exposition à la lumière, les routines quotidiennes et les habitudes familiales. Donc, pour les parents qui trouvent que leur enfant, par exemple, dormirait trop à l'école, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fameux sablier chez l'enfant, il va être donc rapidement plein. Et si on dépasse finalement, on essaie de remettre encore un peu de sable dans ce sablier, qu'est-ce qui va se passer au niveau du corps ? Celui-ci va produire davantage de cortisol pour maintenir l'enfant éveillé, pour qu'il puisse continuer à faire des activités. On sait donc tous que le cortisol, c'est très utile au corps humain évidemment, mais c'est aussi l'hormone du stress. Et donc en gros, quand l'enfant a dépassé son seuil de fatigue, son organisme il va compenser en sécrétant du cortisol et donc ça va le maintenir éveillé. Et donc le soir, ce taux de cortisol va être encore très élevé parce qu'il a été maintenu à un seuil élevé pour maintenir l'enfant éveillé. Eh bien, ça va être extrêmement compliqué de s'endormir le soir parce qu'il va falloir effectivement faire redescendre ce taux de cortisol et ça peut mettre du temps. Il faut savoir que le cortisol est sécrété dès le matin parce que c'est aussi l'hormone de l'éveil. Ça nous permet de rester alerte tout au long de la journée. Ça nous permet aussi de réagir parfois en fonction d'extrême peur ou de danger immédiat. C'est le cortisol qui fait qu'on a des réactions appropriées. Et au sein de l'organisme, a priori, il y a un équilibre entre le cortisol et la mélatonine. La mélatonine, c'est donc, elle, l'hormone du sommeil. Et donc, c'est valable aussi, par exemple, à un bébé qui va pas bien dormir ou qu'on va tenir éveillé parce qu'on sera allé en famille le dimanche à un repas avec son bébé. On va se dire, on le tient éveillé, comme ça, après, il va bien dormir. Parfois, vous constatez l'effet inverse. Le bébé va mal dormir ou va pas dormir du tout, va tenir, comme on dit parfois, plus longtemps et on s'étonne beaucoup, mais justement, c'est lié à ces fameuses hormones. Mais il n'y a pas que le cortisol, il y a d'autres facteurs qui vont perturber ce coucher, ce moment du coucher. Tout à fait. Alors évidemment, on pense souvent aux écrans. Et effectivement, on sait que 11% des enfants de moins de 10 ans dorment avec un écran allumé. Et ça retarde la production de la fameuse mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est vraiment extrêmement dommageable, les écrans, pour tout ce qui est, alors pour plein d'autres raisons aussi, mais notamment pour ce qui est du sommeil. Alors une fois de plus, il ne s'agit pas de fustiger l'usage des écrans, on en a déjà parlé dans un autre épisode consacré d'ailleurs aux écrans. Ça peut avoir plein d'effets positifs, mais il faut que ce soit régulé et ça ne peut se faire que, une fois de plus, en coéducation entre enseignants et parents. Et évidemment, c'est aussi le rôle éducatif des parents à la maison de gérer ces temps d'écran. Autre chose aussi, ce sont des rituels de coucher cohérents. Les enfants ont besoin que tout ou beaucoup de choses dans leur vie soient ritualisées. Ça leur permet effectivement d'avoir des horaires réguliers et non irréguliers qui vont justement par des
activités qui peuvent être trop stimulantes avant le coucher, qui vont être irrégulières, ça va perturber leur fameux cycle circadien. Donc, ce qu'on peut un petit peu imaginer en termes de stratégie pour que l'éducation et la coéducation entre école et famille soient efficaces, c'est adapter la durée de la sieste selon le besoin physiologique de l'enfant. Ça va pas être la même chose en fonction des enfants. On sait que c'est environ entre 3 et 6 ans, mais effectivement, on peut par exemple aussi, nous en tant qu'enseignants, tout à fait entendre la parole d'un parent qui va nous dire écoutez, voilà, on entend, on comprend que notre enfant a besoin d'une sieste, etc. Pouvez-vous nous dire vraiment comment ça se passe à l'école? Parce que nous, c'est clair que le soir, on a des rituels réguliers, on couche notre enfant à une heure raisonnable, ni trop tôt ni trop tard. Et là, on constate depuis quelques temps, effectivement, que notre enfant tourne dans son lit, il est calme, mais il ne s'endort pas. Donc là, effectivement, il peut y avoir une réflexion avec l'école, peut-être de réduire le temps de sieste de l'enfant, en tout cas de vérifier aussi, est-ce que cet enfant dort à la sieste ou est-ce qu'il est juste dans son lit, les yeux ouverts? C'est effectivement quelque chose qui peut s'adapter, et donc c'est là qu'on va parler de réveil échelonné, et parfois, en fin d'année, certains élèves de petites sections n'auront effectivement plus besoin de faire la sieste, et auquel cas, ça demande en effet une organisation au sein de l'école pour que ces enfants puissent être accueillis dans d'autres classes, qu'ils bénéficient toujours évidemment d'un temps de repos, mais ce seront donc des enfants reposeurs et non plus siesteurs. Alors Élise, tout ce dont on parle là finalement, c'est aussi de remettre le sommeil et la sieste finalement au cœur des apprentissages, mais surtout, est-ce que ça bénéficie aux apprentissages ou pas? Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques années, on ne parlait pas du tout de repos, de sieste à l'école, parce que c'était du domaine du privé, du domaine de la famille. Pourquoi est-ce que maintenant, les professeurs en parlent avec les familles, même chez les plus grands? Moi, pour ma fille aînée, le professeur expliquait que certains enfants venaient fatigués en classe dès le lundi matin. Et c'est pour ça que la coéducation, comme on le prône à chaque fois, mais est importante, parce que ce sommeil, ce qui se passe à la maison, donc ce sommeil de nuit, va avoir un impact sur les apprentissages en classe. Parce que oui, que se passe-t-il pendant que vous dormez? Votre cerveau va consolider vos nouveaux apprentissages. Moi, je l'explique aux enfants, parce que oui, il faut leur expliquer, même à des tout petits de maternelle, parce que souvent, ils considèrent un peu la sieste comme un moment pas drôle, un moment où l'on va manquer des activités, où on sera pas en train de s'amuser avec les copains, on sera pas en train d'apprendre de nouvelles choses. Bah si, regarde, je leur explique tout ce qu'on a appris ce matin-là. Et bien là, ton cerveau va avoir besoin de temps pour les organiser, pour que tu puisses les retenir facilement. Je prends toujours l'exemple de leur chambre, je leur dis, regarde ta chambre, tu retrouves quand même plus les choses quand ta chambre est bien rangée. Et bien ton cerveau, c'est pareil. Il a besoin de ranger, de réorganiser pour que tu puisses t'y retrouver. Donc c'est important pour la consolidation des apprentissages et, comme on le disait tout à l'heure, pour l'acquisition également des apprentissages, parce que vous n'allez pouvoir apprendre des choses nouvelles. D'ailleurs, adulte comme enfant, on ne peut apprendre de nouvelles choses que lorsqu'on est reposé. Être reposé permet d'être concentré. Un manque de sommeil va diminuer la concentration. On ne va pas réussir à mémoriser correctement, parce que la fatigue, oui, elle empêche le stockage des informations. On va être plus irrité, vous le voyez bien. Même en tant qu'adulte, on est plus irrité, plus irritable quand on est fatigué. Imaginez un enfant qui n'est pas encore mature. Bien sûr que ça va avoir une influence sur la régulation de ses émotions. Donc c'est pour ça que les professeurs, c'est pour ça que l'école s'est peu à peu mêlée de ce qui était un peu du domaine réservé de la maison. Parce que ce sommeil, même le sommeil de nuit, donc ce qui se passe à la maison, est important pour les apprentissages. On vous a parlé des enfants donc d'âge maternel et élémentaire, mais que se passe-t-il au niveau du collège? Parce que là, ça va être un moment particulier pour les adolescents. Au moment de l'adolescence, il va y avoir une restructuration du sommeil, non? Tout à fait. Et c'est vrai que souvent, on entend parler de la fameuse dette de sommeil, et notamment à l'adolescence. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Pourquoi, dit-on souvent, ça y est, ils sont ados, ils dorment un peu moins? Alors, il faut savoir qu'au niveau du cycle circadien des adolescents, il y a un petit décalage qui s'opère à la puberté, parce que la sécrétion donc de l'hormone du sommeil, la mélatonine, elle va se faire un petit peu plus tard. Donc ça va retarder un peu l'endormissement, comme pour nous les adultes. Donc l'endormissement va avoir lieu un petit peu plus tard. Alors c'est vrai que c'est vraiment à l'adolescence qu'il y a ce moment de restructuration du sommeil, et il y a même des établissements, notamment aux États-Unis, qui ont fait le choix de décaler le début des cours, l'horaire de début des cours au collège, pour justement favoriser un meilleur apprentissage. Il faut savoir aussi
que l'adolescence correspond avec la pression scolaire du collège et les loisirs, notamment numériques. Et donc 72% des adolescents déclarent manquer de sommeil à cause donc des devoirs, des écrans en particulier. Et puis cette fameuse lumière bleue, on en parle beaucoup, qui peut donc retarder l'endormissement, et c'est quand même assez important parce que c'est jusqu'à 45 minutes de retard dans l'endormissement. La lumière bleue est produite également par le soleil, et donc ça trompe tout le monde, l'adolescent y compris, parce qu'on a l'impression qu'il fait jour, et ça n'aide pas du tout donc à l'endormissement. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'adolescents qui se plaignent de ne pas réussir à s'endormir, et il y a une vraie dette de sommeil des adolescents qui se couchent malheureusement souvent bien trop tard. J'ai entendu parler de l'effet des éclairages publics. Quand ça a été mis en place avec l'éclairage public, la nuit a été éclairée, donc ça a perturbé le sommeil de tout le monde, enfants, adultes, parce que le cerveau était perturbé justement avec cette fameuse lumière. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, est-ce qu'on doit aller dormir ou pas? Et donc dès le début 20e, fin 19e, début 20e, depuis ce moment-là, on a un problème de sommeil et de savoir quand est-ce qu'il faut aller se coucher, quand est-ce que notre corps nous dit que c'est le moment d'aller se coucher. Alors c'est vrai qu'il y a de toute façon, sociétale, il y a un vrai souci de manque de sommeil de un peu tout le monde finalement, de tout petit à adulte. Alors comment on peut aider nos ados à mieux dormir? Alors il existe les lunettes qui stoppent la lumière bleue. Il faut aussi leur apprendre à s'éloigner de leur écran. Donc ça marche avec un écran de télévision, mais avec un ordinateur c'est un peu plus compliqué. Il faut essayer de leur apprendre et de leur expliquer en quoi ça a un rôle sur leur cerveau. Donc Élise, tu l'as dit déjà tout à l'heure, de leur apprendre des tout petits le rôle que va jouer le sommeil sur leur bien-être aussi. Ça aussi c'est très important, d'autant plus que l'adolescence c'est souvent aussi un moment qui peut être difficile du point de vue de la santé mentale, et d'expliquer qu'un sommeil ça va être réparateur et qu'ils vont se sentir mieux après avoir bien dormi. Et puis il faut quand même en tant qu'adulte, parents, limiter l'usage des écrans avant le sommeil. Alors ça veut pas dire supprimer, mais s'accorder avec son enfant sur les temps d'écran en amont, pas venir arracher les prises et enlever tout de la chambre ou de l'endroit où il y a les écrans. Non, c'est en amont, dire ok, tu fais tes devoirs, après tu as un temps d'écran, tu veux jouer, que ce soit en ligne, faire des recherches, enfin chaque enfant, adolescent a son propre usage des écrans, tout en étant évidemment contrôlé quand même par les adultes. Et puis favoriser un moment d'écoute de musique, de lecture, pour justement favoriser ce temps d'endormissement, même pourquoi pas une routine de relaxation. Ça peut être un peu de méditation, ça peut être un travail sur la respiration, enfin tout est possible, et en plus ça fonctionne vraiment très très bien, et les adolescents comprennent quand ils sont reposés et qu'ils comprennent que c'est le fait d'avoir bien dormi qui fait qu'ils sont en meilleure forme. Eh bien ça fonctionne vraiment, et moi je vous encourage, les parents qui nous écoutent, à tenter tout cela. Bon alors Élise, forcément on parle de sommeil, on donne plein de conseils, mais parfois ça va pas, il y a des vrais problèmes de sommeil qui s'installent. À partir de quel moment on consulte un professionnel de santé? Certains signes doivent vous alerter. Ça va être des réveils nocturnes fréquents. Donc imaginez plus de 3 fois dans la nuit, vous vous réveillez, votre enfant vous réveille. Là, ça doit vous interpeller. Ça peut être une somnolence excessive en journée, même après une nuit complète de sommeil. Et c'est là où c'est intéressant de discuter entre enseignants et parents, parce que si du côté enseignant vous dites oh là là, il arrive, il est tout le temps fatigué, il s'endort toute la journée, et que vous n'en parlez pas aux parents, le parent va pas forcément le voir, il va se dire bah non, il a bien dormi, aucun problème. Alors que si vous engagez la discussion, dites écoutez, je remarque, il somnole quand même beaucoup dans la journée, et que le parent se dit bah je comprends pas, pourtant je le couche à 20h, il est réveillé à 7h, il a eu ses 11 heures de sommeil, je comprends pas pourquoi il est fatigué. Et ben là vous allez aller consulter. On parle aussi de ronflements bruyants, de pauses respiratoires. Donc les pauses respiratoires, c'est l'apnée du sommeil, c'est possiblement ça. Ça peut être également des difficultés d'endormissement chronique. Ces difficultés, donc votre enfant qui chaque soir vient vous voir parce qu'il n'arrive pas à s'endormir. Alors ça peut être de l'anxiété, vous pouvez en discuter avec lui, et si vous voyez que ça persiste, eh bien allez consulter. Si ce manque de sommeil influe sur son comportement, s'il développe des troubles du comportement, donc ça va être l'irritabilité, l'hyperactivité, des troubles de l'attention, l'impulsivité, vous consultez.
Chez les enfants peuvent se développer aussi des terreurs nocturnes, du somnambulisme également, qui va perturber ce quotidien. Donc pareil, là, vous consultez. On parle de parasomnie sévère. Mais alors, ok, vous consultez, mais à qui? Élise? Alors, évidemment, la première intention, c'est son pédiatre ou son médecin généraliste qui va pouvoir donc faire une première évaluation, qui va pouvoir vous donner des conseils sur le sommeil, éventuellement prescrire une prise de sang ou des examens pour votre enfant pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Il peut également vous orienter vers un spécialiste du sommeil. Oui, oui, ils existent. Ça peut être un neurologue, un ORL, un pneumologue qui va être spécialisé dans, par exemple, l'apnée du sommeil, dans les troubles respiratoires nocturnes ou même dans les troubles sévères du fameux rythme circadien. Et ils vont mettre en place un protocole. Il peut y avoir là aussi des examens, voire une médication, hein, c'est possible aussi. Après, pour tout ce qui va être plus phénomène de manque de sommeil ou de troubles du sommeil qui sont liés au stress ou à l'anxiété ou à des troubles émotionnels, là, vous allez pouvoir consulter plutôt un psychologue ou un pédopsychiatre. Il peut être nécessaire d'avoir un suivi qui peut être court ou long en fonction des troubles. Et une fois de plus, on rappelle que ça peut être très utile, qu'il ne faut surtout pas voir dans cette prise en charge psychologique quelque chose qui serait négatif de l'ordre de la défaillance des parents ou d'un échec des parents qui n'auraient pas réussi à régler ce trouble du sommeil, mais au contraire comme une vraie aide. Et ça peut vraiment à tout âge nous aider toutes et tous autant que nous sommes. Et enfin, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est de s'adresser à une orthophoniste, au psychomotricien, psychomotricienne, parce que dans certains cas, c'est des troubles du développement qui vont impacter le sommeil. Donc, on en a parlé, mais je le redis, donc comme les difficultés de régulation émotionnelle, l'hypersensibilité sensorielle, voilà différentes choses qui vont être travaillées donc avec ces spécialistes-là. Alors, on a parlé un petit peu du nombre d'heures, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui nous écoutent qui se demandent mais c'est quoi exactement le nombre d'heures conseillé en fonction des âges? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Élise? Voici les recommandations officielles de la National Sleep Foundation, que je connais évidemment, et de Santé publique France. Donc, écoutez bien, nourrissons 0-3 mois, 14 heures à 17 heures de sommeil par jour. Les bébés de 4 à 11 mois, 12 à 15 heures. Les tout petits, entre 1 an et 2 ans, 11 à 14 heures de sommeil par jour. On arrive aux enfants qui entrent en maternelle, donc entre 3 et 5 ans. On considère que l'enfant doit dormir 10 à 13 heures par jour. Quand on dit par jour, on entend bien sommeil de jour et sommeil de nuit. Donc c'est un cycle de 24 heures. Ça comprend la sieste également. Arrivé en âge scolaire, donc ça va être plus élémentaire, 6-13 ans, 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Ça veut dire que si votre enfant se réveille à 7 heures du matin, il devrait se coucher à 20 heures. Votre enfant devrait se coucher à 20 heures. Votre enfant de CP, CE1, CM1, CM2 devrait se coucher à 20 heures pour avoir ses 11 heures de sommeil par nuit. Pour les adolescents, entre 14 ans à 17 ans, c'est 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Et pour les jeunes adultes, entre 18 et 25 ans, nous en sommes à 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Alors évidemment, il faut adapter ces recommandations à chaque enfant. C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois, il y a 2 heures d'écart. C'est entre 9 et 11, entre 8, de 8 à 10, de 7 à 9. Ça dépend vraiment des besoins physiologiques de chaque enfant. Et ça, on vous l'a dit, ça entre en jeu de toute façon. Enfin, quand ils sont tout petits, vous le voyez bien qu'il y a des bébés qui dorment plus ou moins. Certains enfants, ados, jeunes adultes peuvent avoir besoin d'un peu plus ou d'un peu moins de sommeil. Ça va être en fonction de leur rythme biologique et de leur niveau d'activité. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au sommeil. Donc, on l'a bien vu, le sommeil est un facteur clé pour le bien-être et la réussite de nos enfants, de nos élèves. Et puis, comme on le disait en début d'épisode, c'est important de déconstruire vraiment dans notre société la place du sommeil qui reste extrêmement importante et qu'il ne faut absolument pas minimiser ou mettre de côté parce que ça permet donc d'être plus attentif, d'avoir une meilleure mémoire, d'avoir une humeur plus positive et donc au niveau des enfants, des meilleures capacités d'apprentissage et c'est valable tout au long de la vie. Et d'ailleurs,
d'ailleurs un déficit en sommeil, figurez-vous que ça peut mener à du diabète de type 2, ça baisse l'immunité face aux infections et ça crée aussi des problèmes d'obésité. Donc oui, le sommeil est essentiel. Quelques dernières recommandations pour résumer un petit peu tout ce qu'on vous a dit, c'est effectivement de respecter les besoins de sommeil en fonction de l'âge de votre enfant, mais aussi de ses besoins physiologiques, de maintenir des horaires de coucher et de lever réguliers, et ça, c'est valable pour le week-end et les vacances, et de limiter évidemment l'exposition aux écrans avant le coucher, d'encourager donc des rituels de détente avant le sommeil, lecture, musique calme, pourquoi pas une douche chaude ou un bain chaud, d'assurer autant qu'on peut un environnement propice au sommeil, comme on le disait, avec si nous adultes on a à côté de nos enfants un ton plus calme, une chambre sombre si possible, une température aussi adéquate, une literie confortable une fois de plus si possible, et donc de consulter un professionnel si les troubles du sommeil persistent. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver également sur Insta, TikTok, etc. avec @lesélises avec un Z, et nous vous disons à très bientôt. À bientôt.